une ou deux minutes sur l'Institut CDC pour la recherche de la Caisse des dépôts, qui est un programme de financement de recherche sur les sujets stratégiques de la Caisse des dépôts d'une part, et en lien bien sûr avec ses métiers. Donc il se trouve que parmi ces orientations stratégiques, la Caisse des dépôts a identifié la transition énergétique et écologique, et il était important de pouvoir développer dans le cadre du Printemps de l'économie 2015 un certain nombre de questions qui sont posées à la Caisse des dépôts au sein du groupe, qu'il s'agit de l'établissement public ou de ses filiales, en lien avec des travaux de recherche que nous soutenons. Donc l'objet de cette session est d'une part d'avoir des interventions de cadrage sur les enjeux d'investissement, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier quel type d'investissement on doit faire en matière de transport, en matière de réseau, en matière d'efficacité énergétique. En revanche, on n'est pas forcément en mesure d'avoir une vision intégrée de ces différents investissements, d'une part de les quantifier, et d'autre part de voir comment ils s'organisent les uns par rapport aux autres, quel système nouveau ils mettent en place, quel type de développement économique on peut développer à partir de ces investissements dans le champ de la transition énergétique. Donc l'objectif de cette session était d'une part d'avoir un débat autour de cette vision intégrée de la transition énergétique par les investissements. Donc avec trois interventions donc de chercheurs, trois interventions académiques. La première est en train d'être installée par Serge Salac, donc, qui est président fondateur de l'Institut des morphologies urbaines, qui va nous présenter ses travaux sur la consommation énergétique des villes en fonction de leur forme. C'est forme urbaine et consommation énergétique, et donc ça permet d'avoir un premier cadrage sur les enjeux de la transition en fonction de la consommation urbaine liée à sa forme, à la forme urbaine. On va avoir une deuxième intervention par François Boisfoil, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, au CERI, donc au Centre d'études sur les recherches internationales, enfin je ne sais pas exactement, donc à Sciences Po, donc qui travaille dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut CDC pour la recherche sur les politiques de soutien aux ENR. Donc on a terminé un premier travail sur les politiques européennes, une comparaison des politiques nationales dans le cadre européen de soutien, de promotion des énergies renouvelables. Et donc on travaille actuellement sur les innovations territoriales dans la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable. Et troisième intervention cadre par Benoît Leguet, donc, qui est directeur de la recherche de CDC Climat, qui va nous faire un panorama des investissements liés à la transition énergétique en France qui ont été réalisés depuis 2011. Donc ça, c'est trois interventions cadres. Et ce qui paraissait important aussi, c'est d'avoir des contrepoints ou des réactions à partir d'offres d'opérateurs ou d'institutions, donc avec deux exemples. L'exemple d'Egis, qui est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie, donc Raphaël Ménard, directeur de l'innovation et de la prospective à Egis, donc qui pourra nous présenter à la fois des résultats de recherche aussi, mais également ce que ça signifie pour une entreprise que d'innover en matière de transition énergétique. Et un deuxième point de vue, donc Amélie Stobar du département du développement à la direction des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, donc qui est la direction qui réalise les prêts à long terme, notamment pour financer les infrastructures et tous les équipements publics, et donc qui pourra nous présenter les offres financières que la Caisse des dépôts a pu développer, plus spécifiquement en lien avec la transition énergétique, sachant que la transition énergétique présente des conditions économiques spécifiques auxquelles il faut pouvoir répondre. Donc voilà en quelques mots la présentation de cette session. Pour peut-être s'organiser de manière fluide, il est prévu que chaque intervenant présente sa communication en une dizaine de minutes, et puis ça nous laissera du temps d'une part pour les différents intervenants de réagir entre eux, et également d'avoir un débat avec la salle. Merci beaucoup. Et donc merci encore une fois à tous les intervenants d'avoir accepté de participer à cette session organisée par la Caisse des dépôts. Merci beaucoup. Très bien. Donc, oui, comme le disait Isabelle à l'instant, on manque d'un cadre qui arrive à relier les transports, l'énergie, la forme spatiale urbaine, et dans le cadre de priorité des investissements. Alors, comme j'ai 10 minutes, traiter à la fois des transports, de la forme spatiale urbaine et dans le cadre de priorité des investissements, ce serait très ambitieux. Donc je vais présenter quelques exemples d'économie spatiale par Étienne, et pour que ce soit pas... Alors par Étienne, vous allez comprendre pourquoi, c'est-à-dire structuré avec des très fortes inégalités de la valeur, mais une hiérarchie de la valeur,
Par valeur, j'entends valeur économique, valeur énergétique, valeur d'accessibilité des lieux. Les lieux dans les villes sont très inégaux. Les villes entre elles sont très inégales et les lieux à l'intérieur des villes sont très inégaux. Et c'est structuré par, puisqu'on est au printemps de l'économie, un résultat d'économie qu'on connaît depuis très longtemps, qui est la structure de l'inégalité telle qu'elle a été dégagée par Pareto avec des courbes en loi de puissance inverse. On va revenir là-dessus. Et ça fonctionne dans l'économie spatiale. Les exemples que je vais prendre sont Tokyo, Londres et New York. Est-ce que vous pourriez m'aider? Ah, j'ai juste à cliquer. Ok, formidable. Le monde. Alors, bon, ce que fait mon institut, soutenu par la Caisse des dépôts, c'est de projeter ces travaux à l'échelle intra-urbaine. Mais là, je vais commencer par l'échelle globale. Donc, voyez le monde. Alors, si vous regardez le monde, on pourrait croire que c'est le monde la nuit. Et ce n'est pas le monde la nuit, on va voir après ce que c'est. Mais vous voyez exactement la structure du monde. En plus, vous voyez la structure économique et énergétique du monde. Vous voyez l'Europe. En Europe, vous voyez Sophie Stigman avec Londres. Vous voyez Paris, qui sort un peu isolé, Paris, malgré tout, parce qu'ensuite vous avez le grand couloir qui part de la Hollande et qui descend en Allemagne. Vous avez, vous avez le Japon, et vous avez ensuite les États-Unis, avec toute une structure sur la côte est des États-Unis. Vous voyez sortir New York et vous voyez sortir effectivement la Californie. On va voir après ce qu'est cette magnifique carte qui n'est encore une fois pas la carte des Lumières sur le monde la nuit. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à récupérer le film. Si j'avais récupéré le film, ce serait beaucoup plus beau. Alors voilà comment ça se passe quand ça bouge. Parce qu'effectivement, c'est du transport d'informations. C'est pas des lumières. Et vous voyez, quand ça continue de bouger, parce que ça c'est, disons, 1 heure après. Et ça, c'est quoi, en fait? Ces deux images qui, encore une fois, pourraient être animées et bouger, et voir l'affolement, la panique totale. C'est le tsunami au Japon et c'est les tweets pendant le tsunami au Japon. Donc, là, c'est une chose qui est tout à fait fondamentale. Je voulais commencer par ça, pas pour un effet de présentation, parce que l'énergie urbaine, qu'elle soit à l'échelle du monde, à l'échelle des régions urbaines, à l'échelle des continents ou à l'échelle des villes, c'est pas des bâtiments, c'est des hommes. C'est des êtres humains qui interagissent entre eux, et ce qui est important, c'est ces réseaux d'interaction économique. Alors ça ressemble aux tweets d'ailleurs, mais ce n'est pas les tweets. Alors ça, on va voir ce que c'est à l'instant. Alors on va pas voir ce que c'est parce que je n'ai pas pu garder mon ordinateur. C'est dommage, on ne va pas avoir la seule animation qu'on a pu avoir. C'était très très beau. Alors on essaiera peut-être après, si on arrive à le mettre dans une pause, j'espère que arriver à vous passer ce film-là. Ça, c'est les lignes aériennes, ça, c'est les avions qui volent. Alors, vous voyez que vous avez à nouveau une structure, vous voyez sortir le Japon, vous voyez sortir une structure intense en Europe, et vous voyez New York, et vous voyez que le trafic aérien mondial est dominé par 3 villes. Alors maintenant, on va... Ah oui, c'est là qu'il y avait un film. Ok, on va sauter ça. Alors maintenant, quelle est la structure du monde? Alors, on va pouvoir commencer à voir que la structure du monde, elle est parétienne. La structure du monde urbain. C'est-à-dire, en fait, elle est dominée par ces courbes-là, elle n'est pas gaussienne. Pour les gens qui se souviennent un tout petit peu de leur cours d'économie, enfin, ou pour les gens qui sont économistes ou qui se souviennent des cours de statistique quand ils étaient au lycée, vous avez une courbe de Gauss, une courbe en cloche, et vous avez 68% des valeurs qui sont à plus ou moins à l'écart type de la moyenne. Or, vous n'avez pas quelque part une ville moyenne dans le monde avec 68% des villes à plus ou moins à l'écart type de la moyenne. Si les villes étaient comme ça, à peu près tout égales, tout équivalentes, ça se saurait. Vous n'avez pas non plus dans la répartition ni de la richesse des nations, ni de la richesse des individus, une gaussienne. Vous avez effectivement une parétienne qui, en l'occurrence, a un coefficient de hiérarchie de moins 0,6 et qui est dominée par une ville, Tokyo, au sommet, avec 1600 milliards de dollars. 1600 milliards de dollars, c'est le PIB d'Australie. Donc vous avez, là, vous commencez à toucher une des premières choses que je voulais vous raconter, c'est les effets de concentration. L'effet de concentration dans une seule ville, la première du monde, elle pèse le même poids économique qu'un continent entier, l'Australie. Deuxième, vous avez New York, ensuite Los Angeles, Séoul, Londres, Paris. Paris est 6e ville du monde en termes de PIB. Vous voyez que ça descend quand même très vite, avec un coefficient de hiérarchie de moins 0,6. La 3e ville du monde, Los Angeles, c'est déjà moins de la moitié de la première. Et Paris, c'est la moitié de New York, c'est pas mal, c'est bien, on ne va pas se plaindre. On a fait des projections, ceci dit, vers 2050. Il y a fortement le risque que Paris parte en dessous du rang 10.
pour des raisons simples. D'ailleurs, c'est que la Chine va commencer à faire rentrer des villes dans les 10 premières du monde. Elle est déjà la première économie du monde. Donc ce serait assez raté de sa part de ne pas réussir à faire rentrer des villes dans le top 5 des grandes villes du monde. Alors, bien maintenant, donc, comme on a fait ça, on va, et comme on a un peu de temps, on va regarder ces concentrations économiques. Alors ça, vous avez le PIB par kilomètre carré. Pas le PIB par habitant, le PIB par kilomètre carré. Donc vous voyez que le monde est spiky en anglais, c'est-à-dire hérissé de pointes. Le monde économique. Et ces pointes, voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui, ça c'était le Japon. Donc là on zoome. Alors ça, c'est pas une galaxie, ça c'est Tokyo. Et en fait, c'est à nouveau les tweets. Et vous voyez qu'il y a très clairement une structure hiérarchique. Vous avez les tweets et les flics aussi. Donc, ce qui est en orange, c'est les images. En blanc, c'est les tweets. Et ce que vous voyez autour, là, de cette... Alors, effectivement, si on ne savait pas, on pourrait avoir l'impression, à partir un peu, que c'est une carte de transport. Mais encore une fois, ça, c'est une carte d'activité d'interaction humaine. Et vous avez ces lignes qui sont effectivement les lignes de métro qui rayonnent à partir du cœur. Et ce qui fait le tour du cœur, et ça c'est une structure très très forte qu'on a retrouvée à Tokyo, qu'on va retrouver à Londres, ce sont les grandes concentrations économiques. Ikebukuro, Shinjuku, Yoyogi, Shibuya. Shinjuku, 3,5 millions de passagers par jour. La plus active, enfin la station au monde qui est la plus active et de très très loin. Alors là, on le voit encore mieux finalement, cette espèce d'anneau qui est la Yamanote Line, qui a entièrement structuré les densités dans la ville. La Yamanote Line, elle commence à ouvrir en 1885. Vous voyez aussi l'importance des investissements dans les transports et dans la forme des réseaux. Ça va créer une structure des densités, des concentrations économiques et des effets d'agglomération pour un siècle. Si c'est poursuivi avec, donc vous voyez, Ueno, Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, vous voyez ces pics de densité. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça fonctionne dans ce que j'ai appelé la polycentricité compacte. Et en fait, c'est même une polycentricité hyper compacte, parce que la Yamanote Line, elle fait 33 km de long, et elle enferme à peu près 66 km². C'est-à-dire que ce que vous avez à l'intérieur, le cœur économique de Tokyo, c'est la taille de Manhattan. Et c'est en même temps un cœur énergétique. Alors, c'est une structure de trafic, vous avez le nombre de lignes par station, c'est-à-dire la connectivité est elle-même hiérarchisée. Ce que j'essaie de mettre en place, c'est que vous avez des densités économiques, des densités résidentielles, des densités de connectivité, des densités d'accessibilité, et c'est un paysage urbain, à la fois économique et de transport, qui a une hiérarchie et qui obéit à des régularités mathématiques. Et en même temps, vous avez une concentration de la densité énergétique au centre, puisque vous avez 18% de la consommation énergétique qui s'effectue dans moins de 4% de l'aire urbaine, dans moins de 4% d'une aire urbaine de 600 km² qui contient des millions de personnes. Parce que vraiment, il y a un cœur, et ce cœur, c'est ce que je vous ai montré. C'est là. Vous avez ce cœur battant à travers ces trucs. Pas fabriqué uniquement par le marché, fabriqué par des investissements structurants, qui ont été effectivement de définir ces gares de train, qui ont été des politiques publiques, qui ont consisté à pousser l'investissement dans ces nœuds, Ueno, Tokyo, Osaki, etc. Bon, on va essayer de faire cette promenade dans le monde assez rapidement. L'Europe, alors ça c'est à nouveau les tweets. Peut-être que les deux livres sur trois. Vous m'avez dit. La densité, de toute façon elles sont sur le même modèle, donc c'est pas la peine après de refaire l'explication. La densité économique, à nouveau, alors là c'est long, donc on est à nouveau dans les tweets. Ça c'est très intéressant. Ça c'est la densité résidentielle. Vous voyez qu'on ne tweete pas, on tweete au bureau en fait, on ne tweete pas chez soi. Parce que le cœur de Londres s'est vidé de ses habitants. Là, vous voyez, là, il est assez plat en termes d'habitants. Par contre, il s'est rempli de bureaux et il s'est rempli d'emplois. Et vous voyez aussi que les emplois, les points bleus, c'est la densité de stations de métro. Donc les emplois sont hyper concentrés à l'endroit où la densité de stations de métro au kilomètre carré est maximale.
et ensuite ils suivent les lignes qui s'éloignent. Donc en fait, contrairement à l'idée reçue, le transport en commun ne densifie pas la population, il a plutôt d'ailleurs tendance à la disperser. Par contre, il densifie très fortement l'emploi, il densifie très fortement l'immobilier plus haut. Voilà, vous voyez que ça spike, effectivement, ça monte en pointe. Et vous voyez là, mathématiquement, mais je vais aller vite, on a deux courbes de hiérarchie différentes, une avec un exposant moins 1, une avec un exposant moins 0,5, pour la densité économique, c'est-à-dire d'emploi, et la densité résidentielle. La concentration est énorme. Vous avez 41% des emplois dans 32 km², c'est-à-dire dans 2% de la surface de Greater London. 2% de la surface concentre 41% des emplois. Je ne détaille pas le reste du tableau, rassurez-vous. Donc, vous voyez cette espèce de pointe très très forte, et la densité résidentielle qui est plus établie. Ce qui correspond à nouveau à un pic de densité énergétique au centre. Et concentration d'emploi extraordinaire, 29% de toute la surface de bureau et dans moins de 1% de la surface de Inner London, même pas de Greater London. C'est-à-dire, c'est dans, en fait, vous avez une concentration phénoménale dans City of London qui, elle, produit 8,5% du PIB de la Grande-Bretagne. Je vais accélérer là-dessus sur les réseaux, sur les investissements dans Volkswagen. Et toute la politique, en fait, de transport anglaise va consister à renforcer cette densité. City of London, il y avait 300 000 emplois sur 3 km². Il y a 10 ans. Maintenant, il y a 450 000 emplois sur toujours 3 km². C'est-à-dire l'emploi a cru de 30%. Et tout l'investissement dans les réseaux consiste à faire passer les nouvelles lignes de métro au cœur de ces densités d'emploi pour les relier et pour les rendre encore plus fortes. Et pour permettre à de plus en plus d'habitants, 1,5 million d'habitants, d'accéder à ces emplois centralisés au centre. Ce qui ouvre des opportunités d'investissement dans le centre de la ville et des opérations de régénération urbaine autour des lignes de métro, l'une des plus spectaculaires aujourd'hui, dans laquelle il y a 4 milliards de livres, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 5 milliards d'euros qui s'investissent juste dans 27 hectares. C'est-à-dire un quart de kilomètre carré, 5 milliards d'euros d'investissement pour créer de l'espace public et pour faire venir de l'investissement privé. Voilà, je passe un peu sur les exemples, je vais bien lire. Et vous arrivez à capturer de la valeur comme ça. C'est les derniers. Ah bon, d'accord. Voilà, donc maintenant on va aller à New York. Donc vous voyez la structure des États-Unis. New York, même scénario, en fait. Très forte centralisation des emplois, liée à une très forte centralité du système de métro. L'accessibilité, ça c'est une carte d'accessibilité, ça c'est absolument extraordinaire. C'est une carte d'accessibilité depuis Midtown, donc en fait un des Central Business District de New York. Et là vous êtes à 30 000. Alors retenez cette image visuellement, hein, avec les pointes là, qui s'enfoncent dans le Queens, Brooklyn, etc. Et voilà, ça c'est. Donc tout à l'heure c'était à quelle surface de New York j'accède dans 30 minutes en transport en commun et à pied, d'ailleurs, de bureau, enfin de porte à porte. Ça, c'est une carte, la carte en quelque sorte inverse, c'est combien de millions de New-Yorkais accèdent à chaque point de New York. Les points jaunes, ça veut dire qu'il y a 7,5 millions de New-Yorkais qui accèdent à la partie jaune au centre de Manhattan. Et c'est la partie qui va être, effectivement, la plus extraordinairement développée. Ça, c'est juste pour le fun. Ça, c'est la destruction après l'ouragan Sandy. Donc, vous voyez qu'en fait, vous détruisez, enfin, l'ouragan détruit l'accessibilité centrale. Ça, c'est la densité. Alors, je saute là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ça, c'est la carte énergétique. Et vous voyez, c'est la carte énergétique de densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est consommée par unité de sol urbain. Ce n'est pas l'efficience énergétique des bâtiments, c'est combien vous avez besoin d'énergie pour faire fonctionner une parcelle fiscale de sol urbain. Et vous voyez qu'elle calque totalement la carte d'accessibilité. Donc vous avez un trade-off entre l'efficience économique, vous concentrez les emplois, vous les rendez massivement accessibles, et vous créez des pointes extraordinaires de densité énergétique, mais vous gagnez énormément. Parce que là, à Manhattan, les gens qui habitent là, il n'y en a que 21% des foyers aux États-Unis, 21% des foyers qui possèdent une voiture dans Manhattan. Donc, vous avez les gains de transport absolument extraordinaires, mais en revanche,
vous avez des pointes énergétiques. Ceci étant dit, ce sont des pointes énergétiques au kilomètre carré dans des endroits qui créent l'immense majorité du PIB de ces villes, avec une très grande variété sur laquelle je passe. Vous voyez, le lien est extrêmement précis entre l'énergie et l'accessibilité. Entre l'énergie, l'accessibilité et la création de valeur et l'innovation, ça c'est la heatmap des startups, c'est-à-dire le nombre de startups au kilomètre carré. Ça c'est le positionnement de la nouvelle université high-tech de New York dans Roosevelt Island. Toujours ce raisonnement sur l'accessibilité. Un case study sur lequel je vais accélérer. Et alors, là, je voulais vous montrer les deux parce que King's Cross, ça repose sur l'espace public et sur des bâtiments de taille humaine. Là, on est à Manhattan. Nouveau projet. Alors, Manhattan, pour aller très vite, parce qu'on a encore une fois très peu de temps, 440 000 emplois à New York d'ici 2025, donc dans les 10 prochaines années. La ville a comme politique de ne pas les disperser, de ne pas les laisser partir ailleurs que dans Manhattan, d'où la récupération au-dessus des voies de triage de Hudson Yards d'une dizaine d'hectares, d'ailleurs même pas 22, pour construire des tours géantes, renforcer l'accessibilité, mettre 2,5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près la défense dans un rectangle de 300 mètres par 300 mètres au-dessus de Yard, en plein cœur de Manhattan, plus des logements, plus du retail space, plus des nouveaux hôtels, plus des grands jardins comme ça. Donc des politiques de densification de l'emploi, mais aussi des programmes mixtes absolument extraordinaires, basés en même temps. Moi j'étais à Hudson Yards. Vous avez en même temps tout un travail sur l'espace public et sur le vert. Oui, voilà, je termine. Voilà. Et l'idée, c'est que effectivement, un projet comme ça sur 300 mètres par 300 mètres va apporter à terme 67 milliards de dollars à l'économie de New York d'ici 2035. Tout un lien d'investissement de quelques dizaines de milliards, dizaines de milliards de dollars. Alors donc, wrap-up se termine, il n'y a plus que 3 diapos. Donc l'économie urbaine n'est pas gaussienne, elle est parétienne. Quand vous avez en même temps en phase l'intensité urbaine, c'est-à-dire tous les espaces publics, la connectivité, c'est-à-dire l'accès à des millions d'emplois par des millions de gens, vous créez ces points de valeur de marché. J'aurais pu aussi vous montrer le spiky landscape des rents, enfin des loyers à Londres. Et alors là où ça devient très intéressant d'un point de vue économique, c'est que en fait, on l'a montré sur une ville chinoise, c'est un vrai exemple, c'est pas un exemple théorique. On n'a pas trop le droit de citer la ville chinoise parce que c'est sous des effets de confidentialité. C'est absolument parfaitement parétien. Vous avez 20% du PIB qui est produit dans 80% du PIB qui est produit dans 20% de la surface urbaine. Et les autres 80% de la surface urbaine ne produisent que 20% du PIB. Vous voyez cette espèce de courbe où le PIB par kilomètre carré descend, alors que les coûts par kilomètre carré d'équipement de ces surfaces urbaines complémentaires par expansion spatiale montent, et vous tombez sur une sorte de point à 500 km² où la ville coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Et comme par hasard, Tokyo 23 Ward, ça fait 600 km², et Séoul Special City, ça fait 600 km². Donc c'est des villes qui ne se sont pas étendues dans leur cœur économique au-delà de leurs coûts en termes d'infrastructure. Donc, en termes de prioritisation des investissements, la politique de ces villes, et je conclue là-dessus, c'est, je ne vais pas lire tout ça, c'est accroître la hiérarchie des réseaux au centre, accroître la densité d'emploi au centre, quitte à avoir effectivement des pics d'énergie, mais c'est des pics d'énergie qui sont très efficients, parce qu'ils créent énormément de valeur. En même temps, d'un point de vue financier, toutes ces opérations rapportent en gros 5 à 10 fois plus que ce qu'elles coûtent, en partie sur la capture de la valeur foncière et en partie sur les effets de croissance économique et l'économie d'agglomération et d'accroissement de la productivité que cela provoque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je vais passer la parole à François Bafoile. Donc on va essayer de chiffrer à un niveau plus macro et plutôt sur la partie production énergétique. Merci Isabelle, merci de m'avoir invité à participer à ce colloque. Je ferai bien tout de suite, je ne suis pas économiste, je suis sociologue. Je ne m'occupe pas en fait de cette thématique véritablement, puisque je m'occupe plus, comme Isabelle l'a dit, de l'autonomie énergétique.
Et un dernier point avant de commencer, c'est que je m'excuse, je devrais m'absenter à partir de 18h20 pour rejoindre un aéroport. Voilà. En fait, la question qui se pose quand on s'interroge sur les financements et sur ces montants complètement considérables que je vais mentionner, c'est la question de la capacité de la Commission, finalement, à financer, cofinancer les projets qu'elle a lancés au titre, notamment au titre de la transition énergétique, mais c'est aussi évidemment la question de la capacité des États, des 28 États, à assurer l'entretien, la production de leur circuit électrique. Donc si on voit si on s'en tient aux prévisions globales, et si l'on doit donner un chiffre, alors on peut s'appuyer sur ce qu'a dit le président Barroso en mai 2014, c'est-à-dire il y a un an, où il fixait à 1100 milliards finalement les coûts relevant de l'énergie, tout confondu, production, entretien, etc. 1100 milliards. Et ces chiffres ont été plus ou moins corroborés par une étude de l'AIE qui parlait, comme je l'ai dit, de 1150 milliards pour la décennie 2020-2030. Donc on est à peu près dans des ordres de grandeur comparables, similaires plutôt, et là-dedans on doit considérer que la dépense pour l'électricité se fixe par an environ de 70 milliards à 100 milliards. Donc c'est une des sources principales. Maintenant, quand on considère les États, et là c'était une étude qu'on avait rendue à Isabelle, à l'Institut, donc sur plusieurs États, donc 4 États, on avait travaillé sur la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Pologne. En ce qui concerne les coûts d'entretien, ne serait-ce que les coûts d'entretien, ils sont évidemment considérables, puisque si l'on considère la Grande-Bretagne, elle doit remplacer 1/5 de ses capacités de production électrique d'ici 2020. On fixe à une somme de 110 milliards de livres jusqu'à 200 milliards d'ici 2020. Je parlais de la France en dernier. La Pologne, elle se trouve confrontée à la nécessité de rénover complètement son système de chaudière urbain, et on évalue environ à plusieurs milliards, à 4 milliards, et à 44% des générateurs à turbine doivent être renouvelés d'ici 2020. Donc ce sont des investissements tout à fait considérables. L'Allemagne, là on rentre dans l'incertitude puisque personne n'est capable finalement de chiffrer le coût de la transition, notamment les coûts de stockage, et l'on sait qu'effectivement ils sont entrés, enfin ils ont décidé d'abandonner les centrales, c'était décidé bien avant, mais ils ont décidé d'interrompre définitivement les centrales d'ici 2020 à des coûts qu'on ne peut pas fixer encore aujourd'hui. Et le quatrième, évidemment, c'est la France. On est confronté au problème du renouvellement du stock des centrales et à l'aménagement de notre stock des centrales, mais personne n'est capable de dire un chiffre à peu près fiable sur ce plan. La grande question, finalement, des investissements, enfin des financements des investissements, c'est la question des réseaux. Il y a un rapport que je vous invite à lire, qui est écrit par Michel Derdever, rendu au président de la République au début janvier, qui fixe extrêmement bien le cadre pour l'Europe et en particulier pour la France. L'enjeu est considérable car on a réussi effectivement l'acte unique, on a réussi la libre circulation des biens, des produits, des marchandises, des hommes, on n'a pas réussi pour l'énergie. Et on a en fait finalement 28 politiques, on a 28 États et 28 politiques, et c'est ça le problème finalement de l'Union européenne. On n'a pas une politique européenne unifiée, on en a 28. Donc on a la nécessité d'assurer les connexions, et comme vous savez, au niveau des renouvelables, et notamment de l'éolien, c'est ce sur quoi l'on travaille, les lieux de production des lieux de consommation sont différents des lieux de consommation. Par exemple, si on prend l'Allemagne, les lieux de production de l'éolien sont au nord ou à l'est dans le Brandebourg, les lieux massifs de consommation sont dans le sud. C'est l'inverse pour l'Italie, c'est massivement dans l'Italie du Sud que se fait la production d'électricité éolienne, et puis c'est massivement dans le nord finalement qu'il y a de consommation. On pourrait trouver les mêmes équivalences au niveau de la France. Bref, il y a un problème d'interconnexion, enfin plutôt de lissage des productions et de connexion des réseaux. Et puis il y a entre les différents pays la nécessité finalement de connecter les différents réseaux, et là on a les cas très critique de la France et de l'Espagne, mais on a aussi la France, moins critique de la France et de l'Allemagne, beaucoup plus critique l'Allemagne et la Pologne et la République tchèque, avec des gros problèmes. Et voilà, c'est tout un ensemble qui fait qu'effectivement, si l'on est dans l'Union européenne, on a, en tous les cas, beaucoup de politiques nationales. Donc la question du coup, c'est qu'est-ce que peut faire la Commission devant cette ampleur, ce chiffre considérable des investissements.
Alors je rappelle quelques chiffres qui sont à relier évidemment à ce chiffre de 1100 milliards pardon, pour les 10 prochaines années, 1100 milliards. Hein. Donc qu'est-ce que peut faire la Commission et on doit remarquer d'emblée que l'énergie, maintenant, s'est entrée dans la politique de l'Union, s'est entrée dans la politique de la cohésion, et qu'elle met effectivement elle met un grand nombre d'efforts pour y parvenir. Mais sur les 248 projets dits d'intérêt commun, il n'y en a que 2 qui concerneraient les fameux grids, les fameux réseaux. Donc ça ne fait pas beaucoup, et c'est là où se concentrent finalement les critiques, et l'équivalent, enfin la somme qu'a mis la Commission est de l'ordre de 6 milliards, un peu moins, 5 milliards 85, au début de la négociation de la programmation 2014-2020, puisque c'est sur cette période que va s'étendre ces presque 6 milliards, on était à 9 milliards, donc on est descendu, on est arrivé à 6 milliards. Cela dit, il y a eu en octobre un ajout de près de 700 millions pour les connexions, et puis surtout, je voudrais souligner, il y a la politique de la cohésion. Et la politique de la cohésion, c'est, comme vous le savez, le deuxième budget après la politique de la PAC, et sur ce budget de la cohésion, il y a plus de 38 milliards qui sont dédiés à l'énergie. Donc ce qui est une somme très importante, on est, quand on fait la somme, très loin des exigences. Et puis, dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais finalement, l'union énergétique dont on parle depuis un moment, finalement, a pris forme. Elle a pris forme dans la foulée du plan Juncker, et cela, finalement, pour mettre en place ce que Juncker veut absolument, enfin, s'attache à mettre en place, c'est-à-dire les fameux partenariats public-privé. Donc, globalement, c'est l'idée que la Commission dégage une somme, l'attribue pour la sphère énergétique et grâce aux prêts octroyés par la BEI, finalement, essaye de lever les fonds privés. Finalement, c'est les partenariats publics-privés, c'est le fameux plan Juncker, donc finance privée pour l'efficacité énergétique et dispositif de financement naturel. Donc l'idée, c'est évidemment de lever un très grand nombre de financements. Je voudrais être un peu la mouche du coche maintenant et soulever un peu les contradictions, et je m'arrête ensuite, de cette politique énergétique. Ah d'accord, ah oui, alors si je citais tous ces chiffres sans appui, ça devait être dur. Alors, je ne vais pas les répéter, donc voilà. Je rappelle... le problème, c'est effectivement le conflit qu'il y a entre la politique économique et évidemment les engagements climatiques et le respect des engagements climatiques. Donc je rappelle, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, ça concerne le transport d'un côté et puis le bâtiment. Et en ce qui concerne le bâtiment, donc vous avez les chiffres ici, responsable de près de 40% de la consommation énergétique totale et 36% des émissions de GES. Et donc il y a eu une directive en 2012 de la Commission demandant aux États de se conformer à quoi? À la réduction, demandant aux opérateurs énergéticiens, de vendre moins d'énergie aux consommateurs, 1,5 par an, de modifier les espaces publics, les bâtiments publics, et de les rénover à hauteur de 3%, et puis d'améliorer surtout les constructions neuves. Et sur ces plans, au-delà de la très faible performance des différents États, ce qu'il faut savoir, c'est que les États, dans leur très grande majorité, n'ont pas adopté, n'ont pas intégré la directive. En mars 2015, c'est-à-dire il y a exactement un mois, on pouvait relever que 75% des bâtiments européens sont déclarés inefficaces. La Grèce, le Portugal, la Slovénie sont sous le coup de poursuite, et le mois dernier ont été rejoints par la Belgique, la Finlande, la Pologne, l'Autriche. Mais, évidemment, toujours, les États préfèrent finalement payer que de se plier à la directive. Et en matière de stratégie d'application, je rappelle que seules l'Espagne, la Grande-Bretagne, la République tchèque et la Roumanie ont énoncé leur stratégie, mais elle est jugée, de toute façon, pour ces cas-là, largement insuffisante. Le deuxième point... C'était bon, pas m'en servir. Je ne sais pas comment on fait. Ah, c'était bon, pardon. C'est bon, ça c'est bien. Voilà. L'avant-dernière. Non, ah bah oui, c'est moi, pardon. Excusez-moi.
la Commission est-elle crédible? Et là, on est forcé de poser la question effectivement des propositions de la Commission compte tenu d'appel à l'aide aux investisseurs privés, compte tenu du fait qu'en même temps, elle demande à réduire les secteurs de l'électricité, c'est-à-dire les secteurs dans lesquels on attend que les investisseurs privés investissent. Alors évidemment, comment voudriez-vous qu'ils placent leur argent dans des secteurs qui sont déclinants? Et ça, c'est quand même un des gros problèmes de la Commission. Le second autre problème, c'est qu'effectivement, cette question des réseaux, où l'on a poussé aux énergies renouvelables sans effectivement poser les conditions même des renouvelables, à savoir les réseaux. En fait, on a construit les trains, on n'a pas construit les rails, comme on dit. Et en plus, les rails, ils ont des écarts différents selon les pays. Donc c'est toute la question de la tonne de CO2, de la tonne carbone qui fonctionnait à peu près bien, et puis qui, devant la poursuite des objectifs de réduction, s'est écroulée. Et de la même façon, la question se pose maintenant, on entend de plus en plus que, compte tenu des subventions extrêmement élevées au secteur des renouvelables, il conviendrait de les taxer et de les imposer, non pas à hauteur des autres, des matures, mais d'augmenter les taxes. Et comment voulez-vous que si l'on taxe les énergies renouvelables, enfin les producteurs d'énergie renouvelable, ils continuent d'investir dans ce qui est considéré comme l'avenir? Et là, on est dans une haute contradiction. Je ne résiste pas au plaisir quand même de mentionner, et ce sera la dernière slide, le scénario caché de l'ADEME dont vous avez entendu parler. Enfin non, vous n'avez pas entendu parler, puisque la semaine dernière, ou il y a 15 jours, le gouvernement l'a mis sous le tapis. Enfin, il l'a poussé sous le tapis, il n'y a pas de rapport, donc circulez. Ah oui, non, mais Mediapart l'a mis en ligne, et donc vous pouvez aller sur le site de Mediapart. Évidemment, et ça n'est jamais qu'un projet, hein, c'est pas la réalité bien sûr, c'est un projet de... à l'horizon 2050, finalement que la France pourrait fonctionner à 100% de renouvelables. Donc vous voyez qui est derrière le poussage sous le tapis. Mais quand on pense effectivement à cette hypothèse, que l'on puisse arriver à l'horizon 2050 à 100% de renouvelables, il faut admettre que rien n'est fait à l'heure actuelle, que le rapport du coup s'élèverait entre 48 milliards et 63 milliards, donc vous les trouvez, que le prix de l'électron transporté sera 3 fois plus élevé que ce qu'il est actuellement, d'où la nécessité d'une taxe carbone, et on revient sur la question de la taxe carbone, et surtout, cela augmenterait très très sensiblement la facture de chacun. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on termine dans les interventions panorama avec Benoît Leguet, donc sur le panorama des investissements réalisés en France dans le champ de la transition énergétique. Bonjour à tous. Alors, je vais effectivement vous parler d'un panorama. Je m'occupe de l'équipe de recherche de CDC Climat. Je ne vais pas présenter CDC Climat Recherche. Si vous voulez savoir ce que c'est, allez sur www.cdcclimat.com et vous verrez, on a un certain nombre de publications qui vont du très vulgarisateur à l'horriblement technique. Donc, selon votre degré de connaissance et d'appétit, vous pouvez vous lire des trucs complètement incompréhensibles ou alors, au contraire, très vulgarisateurs pour le grand public. Alors, je vais vous parler d'une étude qu'on a réalisée en 2014, qu'on a finalisée en 2014. On s'est posé une question assez bête. Alors, François Bafoil a parlé des investissements qu'il faudrait pour réaliser la transition énergétique. Nous, on s'est posé une question très bête. On s'est dit, mais au fait, aujourd'hui en France, combien d'investissements fait-on pour la transition énergétique? Là, aujourd'hui, maintenant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a de l'investissement. Combien? Voilà, donc c'est la première question. Et ensuite, on s'est posé d'autres questions. Vers quoi ça va? D'où ça vient? Et par quel canaux ça passe? Donc des questions finalement assez bêtes, mais on n'avait jamais réussi à trouver de réponse à ces questions très bêtes. Donc on a pris un certain nombre de bases de données, beaucoup de temps, du data crunching, et en 2014, on a pu sortir une étude sur des résultats 2011, sur des chiffres 2011. Ça nous a pris plus de 2 ans pour construire la méthode. On espère refaire avant la COP21 le même exercice sur les données 2013, donc on aura, et peut-être 2014, mais j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, je vais déjà vous présenter 2011 et puis je serai ravi de discuter avec vous des résultats. Alors, principe général, on a utilisé une méthodologie qui est très connue, qui a été mise en place par un think tank qui s'appelle le Climate Policy Initiative. Je vais aller assez vite, Isabelle, je te rassure, j'ai 9 diapos, donc ça ira assez vite, ça c'est les 2. Le principe général, pour que vous compreniez bien, on a compté les investissements qui ont eu lieu en France en 2011. Alors, comme on est
On est quand même ingénieur à la base, donc on n'aime pas compter les mêmes choses deux fois, donc on a compté uniquement les investissements primaires, on n'a pas compté les refinancements, etc. Donc on a essayé à chaque fois de s'assurer que 1 euro était bien compté une seule fois. On a par ailleurs compté des investissements dans des projets d'infrastructures tangibles, au sens large, hein, c'est-à-dire y compris des équipements, mais ce qui veut dire qu'on a exclu un certain nombre de choses du périmètre. Par exemple, une usine de production de panneaux photovoltaïques n'a pas été prise en compte. On a pris en compte, par contre, le coût de production des panneaux photovoltaïques dans le coût de l'investissement du projet de parc photovoltaïque. Et une chose essentielle, on a pris en compte uniquement les investissements qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Vous me direz, on essaye de tracer la finance climat, c'est quand même pas mal de regarder selon ce critère. Je vais peut-être passer assez rapidement. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pris en compte. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Retenez en tout cas, on a essayé de compter les investissements une seule fois. 3 grandes catégories. Donc on a regardé la production d'énergie bas carbone, l'efficacité énergétique et les transports propres ou les transports durables. Il y a des catégories dont je ne vais pas parler ici. Tout ce qui est nucléaire, parce qu'il y a finalement peu de choses à dire dessus en termes d'investissement en France en 2011 et l'international. Parfois on a pris l'investissement total et parfois on a pris l'investissement marginal. Alors si vous avez des questions et que ça rentre à peu près dans mon domaine de compétences, j'essaierai d'expliquer pourquoi, mais je vais peut-être passer pour l'instant. L'investissement total, c'est finalement quand on prend tout l'investissement lié au projet. L'investissement marginal, on prend l'investissement incrémental par rapport à un scénario de référence. Typiquement, ça a été le cas dans l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Vous savez qu'il y a déjà des normes d'efficacité énergétique dans le bâtiment, donc on n'a pas pris en compte ce qui ne faisait que répondre à la norme. Par contre, on a pris en compte ce qui allait de façon volontaire, entre guillemets, au-delà de la norme. Alors, ça, c'est le résultat. Alors, normalement, vous ne voyez rien, et normalement, vous comprenez encore moins. Alors, si vous comprenez ce graphe, venez me voir après la présentation, je vous embauche tout de suite. On n'a pas de poste à pourvoir, mais si vous avez tout compris, ça peut s'arranger. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur ce graphe, c'est quand même plusieurs choses. Vous avez à l'extrême gauche la source de ces financements, de ces investissements. Donc en rouge, c'est le privé, en vert, c'est le public. Alors il n'y a pas de code couleur implicite derrière, c'est simplement on a voulu retracer ce qui était public et privé. À l'extrême droite, vous avez l'utilisation, donc finalement le secteur sur lequel a lieu l'investissement. Est-ce qu'on parle d'énergie propre, d'efficacité énergétique, de transport, de bâtiments, etc. Et puis au milieu, vous avez un espèce de tas de spaghettis. C'est les canaux par lesquels passe cet argent, donc les intermédiaires et le type d'outils par lesquels on passe. Est-ce qu'on passe par de la subvention? Est-ce qu'on passe par du prêt? Est-ce qu'on passe par, je ne sais pas, d'autres outils? Donc voilà, avec ça, vous avez quand même l'essentiel, les sources, privé-public, il y a les deux, c'est rassurant, et l'utilisation, la plupart des secteurs sont représentés. Si vous êtes bon en maths et que vous avez de très bons yeux, vous arrivez par ailleurs à faire la somme des différents flux, et vous voyez que l'investissement total en France en 2011 a totalisé à peu près 22 milliards d'euros. Alors 22 milliards d'euros, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Je vous renvoie la question, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Non. On verra après. Voilà, c'est pas beaucoup, mais pourtant c'est pas mal. C'est pas mal, mais on va voir tout à l'heure. Donc 22 milliards d'euros, c'est ce qu'on a réussi à tracer. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est à prendre comme un ordre de grandeur, c'est-à-dire on est à peu près certain qu'on est entre 20 et 25 milliards d'euros. Maintenant, sur le public, on a très bien réussi à retracer les différentes sources de financement. Sur le privé, notamment dans l'industrie, on est beaucoup plus, beaucoup moins confiant dans la qualité de nos données. C'est donc un ordre de grandeur à prendre comme tel. Alors là, c'est une déclinaison, c'est le même graphe, mais présenté d'une autre façon. Vous avez toujours le public, le privé avec contribution des entreprises, contribution des ménages, les différents secteurs. Donc vous voyez que le bâtiment, c'est une petite moitié des investissements liés à la transition vers une économie bas carbone en France en 2011, mais il y a également de l'énergie, de l'industrie, des transports. Utilisation, donc énergie renouvelable, efficacité énergétique, une petite moitié pour chacun, et puis un tout petit quart pour l'infrastructure de transport. On a ensuite fait le détail par les types d'énergie renouvelable. Pardon. Ce qu'il faut retenir en tout cas, donc le bâtiment, c'est quand même un gros bout de ces 22 milliards, et l'efficacité énergétique dans le bâtiment, notamment, c'est à peu près 7 milliards d'euros sur les 22, c'est-à-dire un petit tiers. C'est quand même pas complètement négligeable. Une diapo pour vous faire aussi réfléchir. Alors en France, on fait toujours les choses mal, en Allemagne, on les fait toujours bien. Vous le savez, donc on s'est dit, on va également comparer par rapport à l'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, quand on regarde par rapport à l'Allemagne,
On investit moins en France pour la transition énergétique que l'Allemagne quand on rapporte au PIB. À peu près 1% du PIB en France, 1,5% du PIB en Allemagne, à la louche. La différence, c'est que notamment en Allemagne, il y a plus d'investissements dans les ENR et notamment, comme l'a rappelé François, dans les réseaux. Chose qui en France pêche un petit peu peut-être. Sur l'intervention publique en Allemagne, attention, on a quand même des structures qui sont radicalement différentes. Il y a un machin en Allemagne qui s'appelle la KfW, qui est souvent comparé à la Caisse des dépôts, et qui en fait concentre un certain nombre d'interventions au niveau fédéral, notamment pour passer à travers des prêts concessionnels, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Par ailleurs, il y a une chose à garder en tête, c'est que là on a regardé uniquement ce qui se passait en Allemagne au niveau fédéral. Donc la part des subventions en Allemagne semble plus faible qu'en France, néanmoins il y a certainement un certain nombre de subventions qui sont octroyées au niveau des lenders. On n'est pas allé voir dans le détail des lenders, ce n'était pas l'objectif d'une étude sur la France, mais on sait en tout cas qu'il y a un petit biais à ce niveau. Alors pour savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup, les fameux 20 à 25 milliards d'euros par an en France, alors, comme argent de poche évidemment c'est beaucoup, mais finalement est-ce que ça répond à la question posée, est-ce qu'on répond à la transition énergétique avec ça? Alors là j'ai des messages plutôt optimistes, c'est pas complètement incompatible avec la transition énergétique. Normalement, vous ne voyez pas grand-chose, alors je vais vous lire ce que vous devriez voir peut-être sur les diapos. Dans le cadre des scénarios qui ont été établis dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, on chiffrait les besoins de financement à environ 40 à 60 milliards d'euros par an. Alors le périmètre n'est pas tout à fait le même que celui de l'étude, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait entre la moitié et le tiers du boulot. Déjà aujourd'hui, on a à peu près la moitié ou le tiers des financements nécessaires, des investissements nécessaires. Alors, façon positive de présenter la chose, on a déjà fait la moitié ou le tiers du boulot. Vous allez me dire, ah oui, mais attendez, il reste la moitié ou les 2 tiers à faire. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais si on compare ça à la formation brute de capital fixe annuel en France, donc le montant total des investissements en France, c'est à peu près 400 milliards d'euros par an. Donc on a à peu près 20 milliards d'euros par an, il en faudrait 40 à 60, donc il en manque à peu près 20 à 40. La formation brute de capital fixe en France, c'est à peu près 400 milliards d'euros. Donc ça veut dire que l'enjeu, c'est de shifter, si vous me permettez ce néologisme anglo-saxon, c'est de shifter 5 à 10% de la formation brute de capital fixe vers la transition énergétique. Ça, c'est pas énorme. Ça, c'est vraiment à portée de main. Donc c'est quelque chose que normalement on peut faire. Pour le faire, c'est pas une question de disponibilité d'argent, il y a de l'argent, ça existe, il y a même des secteurs où il y a presque trop d'argent. Par contre, ce qui manque, c'est les incitations. Pour envoyer l'argent vers les secteurs où il serait nécessaire, il faut des incitations. Alors on a parlé de prix du carbone, c'est effectivement quelque chose qui est nécessaire mais non suffisant. Il y a peut-être d'autres choses à faire de ce point de vue-là. Je pense avoir fini avec ça. Il y a 2 autres messages quand même à garder en tête. Un volume de financement public qui est relativement élevé, on peut peut-être avoir des marges de progrès. En France, on a recours de façon non pas massive, mais quand même assez importante à la subvention. Il y a peut-être des montages financiers un peu plus intelligents qui permettent de maximiser, disons, l'utilisation des fonds publics pour un résultat peut-être pas complètement équivalent, mais en tout cas peut-être pas complètement hors de propos. Troisième élément, on va, comme je vous l'ai dit, répéter cet exercice sur les données 2013 pour le sortir en 2015. On s'attend peut-être à des mauvaises nouvelles, donc on n'est pas certain de sortir le chiffre à quelques encablures de la COP21, parce qu'on a des raisons de penser que l'investissement total en France aura baissé entre 2011 et 2013. Mais on espère par ailleurs répéter cet exercice année après année jusqu'en 2020, 2050, enfin bref, autant que nécessaire pour décarboner les économies. Donc voilà, je pense avoir fini. Si vous avez des questions, je suis à vous. Merci beaucoup. Après 3 interventions denses, riches en chiffres, je vous invite à vous reporter aux synthèses qui sont publiées sur les sites, Institut CDC pour la recherche, Sciences Po, CDC Climat, pour revenir sur le fond des études dont on a eu les synthèses. Maintenant, la question c'est comment, que faire? Parce que là, on a quand même dressé des perspectives avec des montants importants d'investissement réalisés, mais maintenant, comment on fait? Donc, pour essayer de répondre, 2 opérateurs, donc d'une part une entreprise qui fait de l'ingénierie et ensuite un financeur qui est la Caisse des dépôts. Donc, je vais donner la parole à Raphaël Ménard, donc Egis. Merci Isabelle. Donc je m'appelle Raphaël Ménard, je suis architecte ingénieur et je travaille au sein d'un grand groupe d'ingénierie, de conseil et montage de projets qui s'appelle Egis. Donc j'assure la direction de la prospective et parallèlement à ça, de façon plus quotidienne et plus opérationnelle, je m'occupe d'une petite
petite filiale au sein d'Egis qui s'appelle Elliott, qui intervient essentiellement comme en maîtrise d'œuvre et aussi sur un grand nombre de sujets qui peuvent être des sujets inventifs et des sujets de recherche. Voilà. J'avais zappé que ça devait être en 10 minutes, donc en fait je voulais vous présenter, il y avait 3 sujets, je pense que je vais me concentrer sur un, je vais faire les 2 autres, ça sera peut-être après. C'était de vous parler un tout petit peu de Windit, qui est une éolienne verticale qu'on est en train de développer, et le 3e c'était aussi d'illustrer un peu en lien avec ce que présentait Serge tout à l'heure, le sujet non pas du BPOS, non pas du TPOS, mais du REPOS, qui est de réfléchir justement à qu'est-ce qu'aurait pu être un remembrement des régions en fonction de l'énergie. Voilà. Ce que je voulais un peu illustrer, attention, ça va commencer hard, c'est le LEC. Le LEC, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est pour Levelized Energy Cost ou bien Levelized Cost of Energy. C'est une petite formule, en fait pas si compliquée que ça, qui permet d'estimer quelle est la quantité d'argent qu'il faut dépenser pour produire 1 kWh. Alors c'est quelque chose qui est très très utile par exemple pour identifier le coût de production même des sources on va dire conventionnelles d'énergie que peuvent être le coût de production d'une centrale à gaz combiné, d'une centrale thermonucléaire, mais aussi des renouvelables. François en parlait tout à l'heure, vous savez qu'on assiste en ce moment à quelque chose d'un peu singulier qui est la parité réseau d'un certain nombre d'énergies renouvelables. Vous avez à l'écran une ferme solaire, je ne sais pas où elle est, peut-être qu'elle est en Allemagne, peut-être qu'elle est en France, mais une bestiole comme ça à Perpignan, son coût de production du kilowattheure doit être à peu près à 8-9 centimes d'euros du kilowattheure. Vous retenez que votre kilowattheure EDF ou GDF, ou un autre, vous le payez à peu près 12-13 centimes à votre prix de 220 volts chez vous, abonnement compris. Pardon ? Donc ce qui est à l'œuvre, c'est un petit peu ce mécanisme-là. Donc ce que vous avez à l'écran, c'est... il y a un certain nombre d'études, le Fraunhofer, on documente beaucoup ce sujet. On parlera peut-être en termes de débat sur le scénario Artelis, là, le 100% renouvelable par l'étude de caché planqué sous le tapis d'ADEME. Là, ce que vous avez, c'est le syndicat des énergies renouvelables, une étude de 2013 qui montre pour le photovoltaïque intégré au bâti et dans le cadre de son intégration résidentielle, les effets de parité réseau qu'on peut avoir entre le sud de la France et le nord de la France. Donc ça, ce sont des systèmes où en gros, on est très microéconomique sur ce sujet-là, et qu'il ne s'agit plus d'avoir nécessairement un tarif de rachat, il ne s'agit plus d'avoir une subvention, il y a une compétitivité économique qui peut être immédiate pour un certain nombre d'acteurs. Alors, il ne faut pas préjuger du problème de l'intermittence du renouvelable et du stockage, mais c'est quand même un signal fort. Alors, le sujet dont je voulais, justement, sur les 3 parties, je voulais me sortir sur une, c'était en fait, et ça c'est plus sur en fait, notre quotidien, mon quotidien chez Egis et chez Elliott, qui est travailler comme maître d'œuvre, et se poser des questions très concrètes auprès de nos maîtres d'ouvrage, auprès de nos clients, auprès des bailleurs, pour savoir quel est le bon bouquet de rénovation énergétique à consentir. Et que de toute façon, que ce soit le scénario 100% renouvelable de l'ADEME ou un autre, se pose de toute façon une question qui est la bonne allocation de l'euro à investir pour faire la TE. Faut-il davantage que j'investisse sur le réseau? Faut-il davantage que j'investisse sur les renouvelables? Faut-il aussi que j'investisse aussi sur de l'efficacité et donc sur de la réduction de la demande? Donc en fait, l'exercice que j'ai fait ici, c'est en fait appliquer la formule du LEC, donc du coût de production de l'électricité, en faisant ce moins par moins, ça fait plus, à savoir que une non-consommation, je peux aussi l'assimiler à une production. Et donc l'exercice qui est fait ici, c'est de se dire, je suis dans une situation d'un bâti, qui soit d'ailleurs existant ou en conception, j'ai un scénario de base, donc il existe, ou c'est ma conception nominale, et je dis tiens, j'y mettrais bien en plus du triple vitrage, tiens, j'y mettrais bien en plus un double flux, donc tout ça va générer un surcoût d'investissement, ou un investissement tout court s'il s'agit d'une rénovation énergétique, et en contrepartie, j'espère en attendre une économie d'énergie. Donc si on applique ce cas, et donc ça c'est une formule un peu plus simple, on va dire un peu linéarisée de la formule du LEC, je me suis amusé à vous livrer ce premier exemple, qui pourrait être l'exemple de monsieur et madame Dupont, qui se pose la question de savoir s'il faut installer ou pas, remplacer ou pas leurs 10 mètres carrés de fenêtres
qui sont du simple vitrage un peu pourri, qui datent de 40 ans, 30-40 ans, et de les remplacer par du double vitrage. Alors, évidemment, vous allez dire double vitrage, c'est bien parce que j'ai plus d'isolation acoustique, mon confort thermique est un peu augmenté, mais d'abord, en général, on met du double vitrage chez soi, ou du triple vitrage, ou un vitrage très performant, parce que ça améliore l'isolation de mon enveloppe, et donc ça permet de faire des économies, soit sur ma chaudière, soit sur mes convecteurs électriques, et j'en passe. Alors, l'exercice qui est là, c'est d'appliquer cette formule en disant, tiens, en fait, ce qui va conditionner le coût de non-production de mon passage d'un état existant à un état meilleur, ça va être d'abord combien va me coûter les travaux. Donc, si j'interpelle mon poseur de fenêtre, qui en plus nous assaille tous les soirs à 18h, est-ce que ça va me coûter 4 000 €? Est-ce que ça va me coûter 3 000 €? Est-ce que ça va me coûter 10 000 €? Bon. Le deuxième sujet, ça va être quel type de matériel il met. Est-ce qu'il n'a pas vendu du double vitrage pourri? Est-ce qu'en plus il s'est bien posé? Donc c'est l'efficacité de la pose, donc qui interpelle à la fois, je veux dire, les vertus du compagnon et puis la qualité du produit qu'il installe. Un autre paramètre aussi très important, alors c'est derrière ce petit nom, on adore les acronymes, c'est les ingénieurs, c'est DJU, c'est pour les degrés jour unifiés, et donc ça quantifie l'impact climatique. Évidemment, toute chose étant égale par ailleurs, on sent bien qu'un double vitrage, c'est mieux de le mettre à Avoria que de le mettre à Bordeaux. Que, a priori, les économies d'énergie vont être amplifiées par la situation climatique dans laquelle je me trouve. Et puis, deux autres parties qui sont plutôt des parties, l'une qui peut être l'obsolescence de cette transformation, de cette micro-transformation, et puis le coût d'actualisation. Donc là, vous voyez que dans le scénario, qui est plutôt une forme de scénario central, où ça coûte 4 000 €, où l'écart d'efficacité, on passe d'un système de assez peu d'éverditif qui était de simple vitrage à quelque chose de meilleur, dans une situation où les degrés jour unifiés correspondent à peu près à ceux de Paris, 2005 c'est à peu près ça, et puis un coût d'actualisation quand même relativement élevé, on a un coût de non-production qui est de l'ordre de 14 centimes du kilowattheure. Alors ça, c'est comparé, si vous voulez, à deux curseurs. Le premier, c'est de se dire si monsieur et madame Dupont se chauffaient au gaz, il leur en coûte à peu près 5-6 centimes d'euros du kilowattheure, et s'ils chauffent avec des convecteurs électriques tout bêtes à effet Joule, donc qui sont un peu le pire du thermodynamique, ça leur coûte 12-13 centimes du kilowattheure. Donc là, vous voyez que d'un strict point de vue énergétique, dans cette config-là, on n'a pas forcément investi au bon endroit l'ATE. Deuxième hypothèse, alors là, on se met dans une situation où le climat est plus doux. Là, on passe à 18 centimes d'euros le kilowattheure. Alors, je ne vais pas tous les faire parce que je ne suis pas loin des 10 minutes écoulées. Si je me mets dans une situation où le climat est un peu plus intense, je suis à 2 centimes d'euros du kilowattheure. Et puis là, vous voyez, je me suis amusé un peu à changer un certain nombre de paramètres. Et donc, vous voyez que si je prends la situation, on va dire la pire étant le scénario 12, où je me suis fait vraiment enfler. J'en ai eu pour 8 000 € de travaux. En plus, les dettes n'ont pas été très bien mises. En plus, c'est ma maison secondaire dans laquelle j'y suis en fait assez peu. Ou en plus, ça a été mal posé, donc au bout de 10 ans, je suis obligé de refaire. Et que je suis allé chez CTLM ou ailleurs pour financer les travaux. Le coût de non-production est d'1 € du kilowattheure. Donc autant dire que c'est une espèce de non-sens énergétique. A l'inverse, le scénario 5, ou alors peut-être que j'ai fait les travaux au black, donc c'est pas super, à 2000 €, c'est peut-être, ça me paraît un peu suspect. Là, on est à 6-7 centimes d'euros du kilowattheure. Donc, là où je voulais en venir, et peut-être que je conclue là-dessus, c'est que autant les choses sont très regardées, très documentées, et sans doute parfois il y a aussi des débats assez forts sur la question du coût de production d'une ferme éolienne offshore, d'une ferme éolienne onshore, est-ce que ça prend en compte ceci, est-ce que ça prend en compte cela. C'est très très peu documenté en fait sur la réduction de la demande. Donc je pense que ça peut être aussi un sujet de débat, qui est de savoir de comment allouer, et de bien allouer, et quelles sont les choses à hiérarchiser pour relier investissement avec TE. Voilà, donc ça serait une autre fois. Alors, très vite, Alors ça, du coup, je passe en subliminal. Ça. Alors ça, c'est un peu... Ça, c'était dans le cadre d'un programme de recherche auquel Elliot a participé.
où on s'est posé la question suivante. On s'est dit que ce qui avait fondé une grande partie du grand moment de la transition précédente, qui était les lendemains de la guerre, qui était l'équité énergétique territoriale, on s'est posé d'une autre manière à l'échelle de la France, qui était de regarder d'un côté quelle était la densité géographique de demande, et de l'autre quelle était la densité d'offres possibles. Et de comprendre que les territoires évidemment très denses d'un point de vue humain, parmi lesquels l'Île-de-France, parmi lesquels le Nord-Pas-de-Calais, parmi lesquels l'Alsace, donc avant la redéfinition des régions, étaient des territoires où la densité de demande énergétique était très importante. Et que donc, si on voulait aller demain vers aussi un investissement assez équitable et partagé par les régions pour obtenir à terme des niveaux d'autonomie énergétique assez équivalents, qu'il y avait des écarts qui étaient absolument monstrueux. Donc ces écarts monstrueux, ils sont récapitulés dans un petit graphe très très petit sur la partie droite, qui montre que l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace étaient très très mal placés, et que l'inverse, j'arrive pas à lire tout en haut. Le Limousin et l'Auvergne. Le Limousin-Auvergne, voilà. Il y a 23, 39. Voilà. Alors du coup, on s'était amusé à faire ça, à faire tourner aussi un petit modèle qui essayait d'imaginer quels peuvent être les redécoupages territoriaux qui permettent en fait d'homogénéiser cette courbe. Alors, quel était ton qualificatif, Serge? C'était la courbe comme ça, en courbe de Pareto. En Pareto, voilà. On était une courbe de Pareto et pour déparétoiser cette courbe. Voilà. Merci infiniment. Et donc, on va terminer avec l'intervention d'Amélie, donc, qui nous présente les différents outils financiers, l'offre financière de la Caisse des dépôts dans le champ de la transition énergétique. Oui, donc moi, ça va être un peu plus financier et voilà, un peu plus terre à terre. Mais je me présente Amélie Stobar, je travaille au service études du Fonds d'épargne. Et donc, je remplace Pierre Laurent qui devait faire cette présentation. C'est vrai que moi j'ai la casquette plutôt banquier, mais c'est vrai que le fonds d'épargne, donc à partir de la Caisse des dépôts, mais a un modèle bien particulier, enfin une banque bien particulière. Et avant de rentrer sur l'offre de prêt transition énergétique, je vais vous parler du modèle rapidement. Ah oui, c'est vrai que c'est la manette. Ah non, il manque, c'est pas la dernière présentation. Bon. Bon, c'est pas grave. Dire deux mots, vous n'avez pas le schéma, mais en gros, quelle est notre ressource en fait? Nous, notre ressource au fonds d'épargne, c'est le livret A, principalement. Donc c'est l'épargne dite populaire, livret A, livret de développement durable, et un peu de livret d'épargne populaire. Aujourd'hui, ça représente à peu près 400 milliards d'euros d'épargne. Nous, on en centralise, donc pas la totalité, on en centralise environ un petit peu moins de 60%. Aujourd'hui, à fin 2014, on est environ à 250 milliards d'euros d'épargne centralisée chez nous. Donc ça représente une grosse somme, une grosse ressource. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette épargne? On la transforme en prêts de très long terme. Ce sont des prêts, quand je dis très long terme, ça peut aller jusqu'à 60 ans. En général, en moyenne, on prête à 40 ans, mais ça peut aller jusqu'à 60 ans, notamment pour des prêts fonciers. Donc on prête. Il y a une autre partie aussi, on prête sur les 250 milliards, on en prête un peu plus de 100 milliards, plus de 60% est destiné aux prêts. Et l'autre partie, on la place sur des marchés financiers, donc c'est sur des placements sécurisés. Pourquoi on place ça sur les marchés financiers? Pour assurer en fait la liquidité de notre bilan. Et puis aussi pour avoir un revenu qui permet, parce qu'on est ponctionné par l'État, en fait on rémunère l'État chaque année, donc ça permet aussi de dégager du résultat. Donc ça c'est pour vous donner le cadrage du fonds d'épargne. En termes de stock de prêts, notre principal client c'est le secteur du logement social, les bailleurs sociaux. On finance la construction, on finance la réhabilitation de ces logements sociaux. Et puis, depuis ces dernières années, on a eu des enveloppes par les pouvoirs publics qui nous ont été confiées, donc c'est sur le secteur public local. C'est vrai que ça a été... on a développé cette offre notamment lorsqu'il y a eu la crise de liquidité en 2008. Et donc, on s'est vu confier des enveloppes exceptionnelles auprès des collectivités locales.
Donc voilà un peu nos principaux clients, logement social et secteur public local. Alors, quel est notre... donc si on revient sur notre action et nos prêts, donc ça c'est pour vous donner quelques chiffres en 2014, et pour vous donner toujours des ordres de grandeur. C'est vrai qu'on a fait des prêts donc pour le logement social en flux à hauteur de 17 milliards d'euros. Donc 17 milliards là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la construction, comme je le disais, à peu près environ 15 milliards, avec donc... alors c'est vrai que là on n'a pas d'exigence en termes de transition énergétique, puisque voilà, on construit maintenant avec des normes. Voilà, la norme aujourd'hui dans la construction, c'est la RT 2012. Le secteur du logement social, c'est vrai qu'il était précurseur parce que construisait déjà avant la RT 2012 des bâtiments qui étaient performants. Mais là, nous, c'est vrai qu'on n'a pas de moyens d'action sur la construction. Par contre, on en a sur la réhabilitation. Parce que donc, sur les 17 milliards, on finance à peu près 2 milliards pour la réhabilitation, et c'est vrai que c'est un gros levier en termes d'économie d'énergie en fait. Les logements sociaux ont été construits principalement dans les années 60-70, et du coup avant les normes, donc les normes, la RT en fait, hein, les normes de transition, enfin de réglementaires de je perds le RT, voilà, thermique, pardon, rénovation, voilà. Et du coup, avec ce qu'on appelle le terme, enfin, des caractéristiques de passoire thermique. Et là, il y a vraiment un énorme levier d'économie d'énergie dans ce type de bâtiment construit dans les années 60-70. Donc on a fait à peu près 2 milliards dédiés à cette réhabilitation, et notamment on a un prêt qui est vraiment dédié à ce qu'on appelle la réhabilitation thermique, qui s'appelle l'éco-prêt. Avec des conditions. Là, pour le coup, c'est un prêt bonifié par rapport à nos prêts classiques. Par exemple, aujourd'hui, il est de 0,25. Le taux de notre prêt est de 0,25%, donc c'est quasiment donné. Et c'est en dessous de notre coût de la ressource, parce que notre donc, ressource, comme je le disais, c'est le taux du livret A. Et plus, en fait, on verse une commission de gestion, puisque c'est donc, ça peut être la banque postale, ça peut être le Crédit Agricole qui gère ce livret A. Donc nous, on rémunère la banque au taux du livret A, plus une commission de gestion pour ce type de livret. Et donc quand je vous dis 0,25, on est vraiment en dessous de notre coût de la ressource. Donc c'est là où nous, on a un levier d'action, c'est en proposant comme ça des taux très bonifiés. Donc je vous l'ai dit, pour les coprêts, c'est 0,25, et on a des conditions derrière. Ça se fait pas comme ça. Donc les conditions principales, c'est que le logement qui est principalement en étiquette énergétique, en termes de consommation énergétique ELG, ait une cible à atteindre de C en fait. Donc il y a une cible de consommation énergétique. Donc ça veut dire il faut qu'il atteigne au minimum, enfin le logement réhabilité, une consommation énergétique de 150 kWh par mètre carré par an. Voilà en ce qui concerne la partie logement social. Après on a des levées d'action aussi avec des prêts bonifiés sur le secteur public local, et avec quoi? Avec l'enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe pré-croissance verte en fait. Donc ça c'est une enveloppe qui est dédiée aux collectivités locales, et je vais vous en dire 2 mots sur l'autre slide. Voilà. Oui. Donc ça c'est une enveloppe en fait qui a été décidée en 2014 par les pouvoirs publics, qui est de 5 milliards d'euros. Et l'objectif, donc ça je vais passer à la slide suivante comme ça vous verrez mieux, en fait c'est de financer 3 types de projets en fait, dont les acteurs sont les collectivités locales. Donc c'est déjà pour la partie rénovation et construction de bâtiments, il y a donc sur les 5 milliards, il y a 2,5 milliards, donc près de la moitié qui est dédiée à la construction et à la rénovation de bâtiments publics et privés. Donc ça peut aller de l'école, justement du lycée, mais aussi le cinéma qui appartient à la collectivité. Donc c'est sous forme de prêt ou sous forme de subvention. Ensuite, sur les 5 milliards, on a 2 milliards qui sont dédiés au transport propre. Donc ça va du tramway, donc voilà, du tramway, du transport fluvial, mais aussi tout ce qui favorise finalement l'écomobilité. Et enfin, sur les 5 milliards, on a aussi une enveloppe, mais ça qui est plus petite, dédiée aux énergies renouvelables. 0,5 milliards, donc ça va de la biomasse en passant par la photovoltaïque, ou voilà,
voilà, l'hydroélectricité par exemple. Et donc là c'est pareil, on a un levier d'action puisqu'on propose des prêts encore une fois bonifiés. Alors pas aussi bonifiés que notre éco-prêt pour le logement social, mais voilà, c'est par exemple aujourd'hui le prêt là aujourd'hui il est à 0,75%, donc ça reste intéressant comme offre. Donc voilà concernant notre offre de prêt sur nos deux segments privilégiés de clientèle. Et pour finir, oui, je voulais vous parler du plan Juncker qui était abordé aussi à les parties, mais en introduction. Donc c'est vrai que nous on travaille étroitement avec la BUI. En fait déjà on a un partenariat avec eux qui a été initié en 2013 qui a pour projet d'utiliser cette ressource BUI pour prêter donc à nos clients à un taux avantageux. Et c'est vrai que nos axes de priorité ce sont donc toujours le secteur de logement social et le secteur public local, mais avec une dimension transition énergétique. Donc là, il y aura certainement des leviers qui vont être intéressants en termes d'investissement. Et donc concrètement, là, c'est vrai qu'on a la Caisse des dépôts, donc le président de la République a annoncé que la Caisse des dépôts allait porter en termes d'investissement une enveloppe de 8 milliards d'euros. Et du coup, nous, fonds d'épargne, on va certainement être actifs en termes soit de refinancement, soit en termes de garantie pour nos prêts, ce qui permettra d'accélérer le processus ou de réduire le coût des financements. Voilà. Merci beaucoup.